Le 28 décembre 2025, quand une légende s'éteint à 91 ans, tout le monde s'attend à découvrir un testament digne d'une icône mondiale. Sauf que Brigitte Bardot n'avait rien laissé. Enfin, presque rien. Et c'est là que commence le vrai choc. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler ces histoires incroyables que personne d'autre n'ose raconter. Quand la nouvelle de sa mort traverse la France, une question revient obsessionnellement. Qu'advient-il des 65 millions de dollars qu'elle possédait? Ses propriétés mythiques, son nom gravé dans l'histoire du cinéma. Mais voilà, avec Bardot, rien n'a jamais été simple. Cette femme qui avait tout refusé, gloire hollywoodienne, empires commerciaux, sécurité financière, avait aussi décidé de tout donner, mais pas à ceux qu'on imagine. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut d'abord saisir une vérité troublante. Brigitte Bardot a construit une fortune colossale tout en méprisant profondément l'argent. Dans les années 50 et 60, elle ne jouait pas dans le même terrain que les autres actrices. Elle dominait. Elle négociait des cachets rivalisant avec les plus grands acteurs masculins de son époque à une période où les femmes devaient accepter les miettes. Ces contrats incluaient des pourcentages sur les bénéfices, une rareté absolue pour l'époque. Après le raz-de-marée mondial provoqué par « Et Dieu créa la femme », Hollywood a débarqué avec ses valises pleines de dollars. Contrats pluriannuels, maison à Los Angeles, pourcentage garanti sur chaque film, tout ce qui transforme une actrice en empire financier. Le genre d'accords qui ont fait d'Elizabeth Taylor une des femmes les plus riches du monde. Brigitte Bardot a tout rejeté en bloc. Trop loin, trop aliénant, dangereux, disait-elle, mais pas financièrement, psychologiquement. N'oubliez pas de vous abonner si cette histoire vous fascine autant que nous. Ce que Bardot a refusé est aussi vertigineux que ce qu'elle a gagné. Les propositions fusaient de partout, cosmétiques, parfums, lingerie, publicité télévisée. Son visage aurait pu générer des royalties pendant des décennies, mais elle n'a jamais protégé son image comme une marque. Résultat, des milliers d'entreprises ont exploité son esthétique iconique sans jamais lui verser un centime. Selon son biographe, ce seul refus lui a coûté des dizaines de millions. Là où d'autres stars acceptaient la stabilité en échange de leur liberté, Bardot choisissait le chaos. Film par film, négociation par négociation, toujours prête à sacrifier un cachet plus élevé pour préserver son indépendance. Elle savait négocier. Fille d'industriel, elle maîtrisait parfaitement les mécanismes de l'argent. Elle fut même pionnière en coproduisant ses propres films, s'assurant une part des profits. Mais paradoxalement, elle laissa ses archives mal gérées et ses droits mal défendus. Pendant des années, Bardot ne touchait presque rien sur l'exploitation internationale de ses films. Au début des années 2000, elle attaqua en justice pour récupérer des profits qu'on lui devait contractuellement. Les tribunaux la déboutèrent. L'argent avait disparu dans les failles du temps et d'une industrie qui ne pensait pas qu'elle vivrait assez longtemps pour réclamer son dû. À 39 ans seulement, Brigitte Bardot claque la porte du cinéma. Pas une retraite stratégique, une fuite désespérée. Les paparazzis envahissaient sa vie. Ses relations s'effondraient sous la pression. La dépression la dévorait. En quittant les plateaux, elle fermait aussi le robinet de sa seule source de revenus fiable. À partir de là, sa fortune cesse de croître au sens classique. Quelques royalties arrivent encore, quelques licences subsistent, mais Bardot n'a plus aucun intérêt à accumuler. Elle veut dépenser. Tout, pour une cause qui compte plus que n'importe quel héritier. Soutenez-nous en vous abonnant. Chaque abonné nous aide à déterrer ces récits incroyables. En 1986, quand Brigitte Bardot annonce la création de sa fondation pour la protection animale, beaucoup pensent qu'elle prête simplement son nom célèbre. Erreur totale. La réalité est autrement plus radicale et financièrement dévastatrice. Bardot n'a plus le capital nécessaire. Il lui faut environ 3 millions de francs français, qu'elle ne possède pas. Elle refuse catégoriquement les sponsors, les galas mondains, les partenaires entreprises. Elle ne veut personne qui pourrait diluer sa mission. Alors, elle se liquide elle-même. Ce qui suit n'est pas du symbole, c'est une autodestruction financière méthodique. Elle commence modestement, des étals sur le marché de Saint-Tropez où elle vend ses affaires personnelles. Bracelets de Brésil, colliers de Mexique, chapeaux, jupes, photos dédicacées. Des objets autrefois synonymes de glamour réduits à des outils de survie pour une cause que personne ne voulait financer. Puis vient l'escalade. À Paris, elle organise une vente à enchères publiques qui sidère tout le monde.
Les bijoux offerts par Gunther Sachs, vendus. Sa robe de mariage avec Roger Vadam, sous le marteau. Argenterie, meubles, œuvres d'art, même sa guitare. Rien n'est épargné par sentimentalisme. Au contraire, c'est précisément le sentiment qu'elle accepte de sacrifier. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Maintenant, je donne ma sagesse aux animaux. Ce n'est pas un slogan marketing, c'est une politique financière. Cliquez sur Abonner maintenant, votre engagement nous motive à continuer ces enquêtes fascinantes. Une fois la fondation créée, Bardot réorganise tout son patrimoine autour d'elle. La Madrague, sa propriété emblématique à Saint-Tropez, achetée en 1958, ne devient plus seulement une résidence, elle devient une garantie. Bardot l'hypothèque pour financer ses campagnes contre la chasse, la corrida, la vivisection. Au début des années 2000, elle transfère officiellement la Madrague à la Fondation. Juridiquement, la maison cesse d'être uniquement la sienne. Concrètement, elle devient le cœur battant de la Fondation. À partir de ce moment, Bardot vit à l'intérieur de son œuvre plutôt qu'à côté. Tous les droits issus de ses films, de sa musique, de son image, affluent directement vers les comptes de la Fondation. Les rares accords commerciaux acceptés, comme le sac Lancel portant son nom, sont structurés pour alimenter les frais de fonctionnement. Et elle vit dans une austérité frappante. Pas de personnel, pas de yacht, pas de garde-robe luxueuse. Elle cuisine elle-même, conduit des voitures modestes. « Je hais le luxe », disait-elle. « J'aime le confort, pas la richesse. » Financièrement, cela signifie qu'elle cesse complètement d'accumuler. Chaque euro a déjà sa destination, les animaux. Pour Nicolas Charrier, son fils unique, né en 1960, cette décision porte un poids émotionnel immense. La naissance de Nicolas s'est déroulée sous une surveillance médiatique incessante. Photographes déguisés en personnel médical, appareils collés aux fenêtres. Bardot racontera plus tard avoir associé cette naissance non pas à la tendresse, mais à la panique et à l'étouffement. « Il y avait une hystérie autour de moi », expliquera-t-elle, admettant que cette invasion avait rompu définitivement son lien émotionnel avec la maternité. Lorsqu'elle se sépare de Jacques Charrier, Nicolas est confié à son père. Bardot ne se bat pas pour la garde, elle se retire, émotionnellement, géographiquement, psychologiquement. La rupture devient irréversible en 1996 avec la publication de son autobiographie Initials BB. Une phrase va marquer pour toujours. Elle aurait préféré donner naissance à un petit chien plutôt qu'à un enfant. Pour Nicolas, ce n'est pas une provocation, c'est une humiliation publique. Il poursuit sa mère en justice pour préjudice moral. Le procès approfondit leur éloignement et transforme une fracture privée en scandale national. Bardot ne retire pas ses propos. Elle les explique, affirmant qu'ils reflètent sa vérité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos révélations sur les coulisses des vies de stars. Avec les années, l'âge adoucit les contours sans jamais effacer la blessure. Bardot et Nicolas reprennent un contact limité. Quelques appels téléphoniques, de brèves visites quand il vient depuis la Norvège avec son épouse et ses filles. Elle parle de lui avec un mélange étrange de distance et d'affection prudente. « Je l'aime d'une manière spéciale. » Sur le plan juridique, Nicolas demeure son unique héritier. Le droit français lui garantit une part réservataire. Mais l'expression « ce qui reste » est essentielle. Bardot avait tout transféré des années avant sa mort. Il n'y a eu aucun testament spectaculaire de dernière minute. Tout était organisé depuis longtemps. Son fils hérite de ce qui subsiste, non pas des millions en liquidité, mais une part symbolique d'une vie déjà dépensée. Les dernières années de Bardot furent assombries par la controverse. Ses prises de position politiques radicales lui valurent plusieurs condamnations pour incitation à la haine. Ces positions éloignèrent d'anciens admirateurs et compliquèrent la sympathie après sa mort. Pourtant, même ses détracteurs reconnaissaient la sincérité absolue de son engagement envers les animaux. Au final, Brigitte Bardot n'a pas laissé derrière elle une fortune destinée à réconforter ou à apaiser de vieilles blessures. Elle a laissé une vie façonnée par le refus absolu de transiger. Refus de se justifier, refus d'adoucir des choix qui ont coûté cher à sa famille. Pour ceux qui lui étaient les plus proches, la douleur n'a jamais été une question d'argent. C'était ce que cet argent symbolisait, la distance, les priorités, et un amour exprimé d'une manière qui ne semblait jamais conventionnelle. Alors maintenant, dites-nous, pensez-vous que Brigitte Bardot a eu raison de tout léguer à sa fondation ? Son geste était-il un acte de courage ou un abandon familial ? Débattez en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker,
partager et surtout de vous abonner à Secret Stars pour découvrir d'autres facettes cachées des légendes que vous croyez connaître. Son ultime geste restera l'un des plus controversés de l'histoire du cinéma français. Une star mondiale qui a choisi les animaux plutôt que les humains. Une mère qui a légué son empire à une cause plutôt qu'à son fils. Une femme qui a vécu libre jusqu'au bout, même si cette liberté avait un prix que d'autres ont payé. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté de passionnés qui veulent connaître la vérité derrière les paillettes.